Vous avez probablement déjà pensé en regardant un produit dans un magasin, c'est trop cher, ou bien c'est une arnaque. Vous vous êtes peut-être aussi parfois dit, c'est une bonne affaire, je le prends, même si vous auriez pu attendre quelques jours avant d'acheter. Votre opinion de la valeur d'un bien ou d'un service va déterminer votre envie de l'acheter en fonction du prix affiché, et votre opinion individuelle a un impact très fort. C'est l'idée de la négociation que vous avez peut-être déjà appliquée au moment d'acheter une maison, une voiture ou un service. Pris dans son ensemble, votre influence sur l'économie va déterminer la valeur de ce qui est acheté et vendu. Cela s'appelle la loi de l'offre et de la demande. L'origine de cette loi des sciences humaines est difficile à cerner. Nous savons qu'elle a toujours existé, la négociation étant une pratique commune chez l'être humain depuis bien avant l'invention de l'écriture, mais que l'on observe aussi chez de nombreuses espèces animales lorsqu'il y a un manque d'une certaine ressource. Friedrich Engels, ami et co-auteur du manifeste du Parti communiste avec Karl Marx, affirmait lui-même que la loi de la valeur, telle qu'il l'appelait, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande, existait depuis que l'être humain échange, c'est-à-dire, selon lui, entre 4 et 6 000 ans avant notre ère. Notez que l'on retrouve déjà ici la notion d'échange que nous avons abordée dans l'introduction à l'économie. Retenez que Marx et Engels reconnaissent la réalité de la loi de l'offre et de la demande comme étant réelle, car ce point sera fondamental dans un prochain cours sur la critique de cette loi par Karl Marx. L'origine de cette théorisation de cette loi est en revanche plus difficile à déterminer. Des citations qui semblent s'y référer se retrouvent parmi les écrits des principales civilisations depuis plus de 2000 ans. Platon l'évoque, ainsi que certains auteurs indiens. Et au cours des 5 derniers siècles, plusieurs auteurs se sont approchés d'une définition qui s'est affinée vers la fin du 19e siècle. Son objectif est de déterminer la manière dont les ressources sont allouées dans une société de marché libre. Rappelez-vous le débat présent entre les nominalistes et les réalistes. Ce sera le cœur de la critique du capitalisme par Karl Marx. Quantité et valeur ne sont pas déterminées par leur utilité objective et le travail nécessaire à réaliser pour les obtenir. Bien au contraire, nous sommes ici dans une vision purement nominale de la société et des marchés, en fonction de l'utilité jugée individuellement et de leur rareté ou abondance. Les offreurs et les demandeurs vont réagir et déterminer une valeur de manière organique. Il faut bien ici définir les termes. La quantité détermine la rareté ou l'abondance du bien ou du service sur le marché étudié. La valeur, quant à elle, est à prendre là encore de manière nominale. Le concept de valeur est donc relatif et va bien au-delà du prix. Pour les entreprises, le prix est effectivement l'un des indicateurs les plus importants, mais en réalité, votre décision d'achat en tant que demandeur prend en compte un grand nombre d'autres facteurs. Lorsque vous achetez, vous consommez bien plus que la monnaie que vous dépensez. Pour mesurer la valeur réelle d'un bien ou d'un service, il faut donc prendre en compte le prix que le demandeur paye, plus l'énergie dépensée pour l'obtenir, plus le temps passé à l'achat, ainsi que d'autres éléments qui peuvent vous être parfaitement personnels. L'un des exemples les plus communs est la décision de ce que vous allez manger le soir après être rentré d'une journée de travail. Vous pouvez vous faire à manger ou commander un plat qui vous sera livré. Dans les deux cas, vous avez un choix à faire. Économiser de votre monnaie, mais dépenser votre énergie et votre temps en faisant à manger, ou bien recevoir rapidement un plat chaud en payant plus cher, mais sans avoir d'effort à faire. Dans les deux cas, le plat que vous allez manger peut avoir la même valeur à vos yeux, mais vous n'allez pas l'exprimer de la même manière en fonction de votre choix final. Ce choix, dépenser de la monnaie ou dépenser du temps et de l'énergie, représente l'immense majorité des choix que les acteurs économiques font quotidiennement et que vous faites tous les jours sans toujours y penser. Dans cette relation entre quantité et valeur, le consommateur va focaliser son attention sur la facilité ou la difficulté à obtenir le bien ou le service qui l'intéresse. L'utilité réelle est remplacée par le concept d'utilité marginale et est illustrée par ce qu'on appelle le paradoxe de l'eau et du diamant. Vous ne pouvez pas vivre sans eau au-delà de quelques jours. En revanche, vous pouvez passer une longue vie heureuse et en bonne santé sans jamais avoir de diamant dans votre main. Cependant, en tant que consommateur, vous observez la difficulté à obtenir l'un et l'autre. Ici, à Brest,
Vous pouvez très facilement vous procurer de l'eau potable à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. En conséquence, vous ne serez pas prêt à dépenser une forte somme pour obtenir de quoi boire, ni aller faire un trajet long alors que vous pouvez en avoir rapidement. En revanche, un diamant reste un bien difficile à obtenir, car il faut l'extraire de mines dangereuses et elles-mêmes difficiles d'accès. La quantité disponible étant très faible comparée à la demande, ceux qui souhaitent des diamants vont leur donner beaucoup plus de valeur. Un acheteur souhaitant se procurer un diamant sera donc plus enclin à débourser une forte somme, ce qui ne sera pas le cas pour l'achat d'une bouteille d'eau. Pour cette raison, on dit que la courbe de la demande est une fonction décroissante. Plus la quantité disponible est importante, moins la valeur que les acheteurs sont prêts à dépenser pour ce bien ou ce service est forte. En tant que consommateur, vous regardez les quantités disponibles par rapport à votre utilité et déterminez la valeur que vous êtes prêt à dépenser. L'offre, représentée par les vendeurs de biens et de services, vont voir un intérêt différent. Ils regardent en premier la valeur de ce qu'ils peuvent produire. Si cette valeur est forte, il existe alors un fort effet d'aubaine. Les vendeurs vont être encouragés à produire davantage pour réaliser un profit rapide. C'est le cas dans le diamant, mais aussi d'autres marchés tels que l'immobilier, en particulier dans les grandes villes telles que Londres, New York City ou Singapour. Précisons que Paris est une exception liée aux lois sur l'urbanisme qui sont présentes dans cette ville. Ces vendeurs vont souhaiter augmenter le nombre de logements produits pour les vendre au plus cher. A l'inverse, un produit ou un service ayant une faible valeur sur le marché va décourager la création de nouvelles entreprises ou l'augmentation de nouvelles productions, car le bénéfice possible à en tirer ne justifie pas l'investissement de départ. Ces objectifs qui poussent les offreurs et les demandeurs à rechercher leurs propres intérêts va créer une variation continuelle des quantités demandées et offertes. Lorsqu'un marché devient plus rentable, les offreurs vont produire davantage, conduisant à une augmentation des quantités proposées et menant donc à une baisse des prix que les consommateurs sont prêts à payer. Lorsque les prix auront trop baissé par rapport au coût de production et au retour sur investissement des offreurs, alors ces derniers diminueront à leur tour les quantités produites, soit par des faillites d'entreprises, soit par la diminution de leur quota de production. Cette adaptation continuelle de l'offre et de la demande contribue à la détermination par le marché d'une valeur et d'une quantité d'équilibre sur lesquels offreurs et demandeurs se mettent d'accord. Cet équilibrium n'est pas stable. Chaque jour, parfois chaque minute sur certains marchés, les prix et quantités d'équilibre varient, chaque acteur économique s'adaptant au comportement des autres acteurs. C'est cela qu'Adam Smith a appelé la main invisible, la poursuite de l'intérêt individuel de chacun en s'adaptant aux exigences des autres êtres humains mène à un équilibre et à un bien-être général. Il dit « Aucun individu n'a l'intention de promouvoir l'intérêt général, ni ne réalise à quel point il y contribue lui-même. Il recherche uniquement sa propre sécurité, dirigeant ainsi cette industrie d'une manière à ce que ce qu'elle produit puisse être de la plus grande valeur. Il ne porte attention qu'à son gain personnel, et ainsi, comme dans de nombreux autres cas, il est encouragé par une forme de main invisible qui promeut une finalité qui ne fait pas partie de ses intentions. » Faisons appel à la bulle à idées pour parler de la relation entre prix de vente et coût de production. En gestion des entreprises, vous apprenez que dans vos études de cas, vous devez déterminer votre seuil de rentabilité et donc prendre en compte les coûts fixes et les coûts variables pour calculer les quantités que votre entreprise doit commercialiser pour avoir davantage de recettes que de dépenses. Vous allez passer d'un grand nombre d'heures à étudier ces mesures dans certains bacs tels que STMG, ainsi que dans les formations en Bac+2 et Bac+3, en commerce et gestion d'entreprise. Toutefois, maintenant que vous connaissez le fonctionnement de la relation entre offre et demande, il est important de comprendre et d'accepter que vous n'avez pas autant la main sur la gestion de votre entreprise que vous pouvez le penser. Vous pouvez réaliser tous les calculs et toutes les prévisions que vous le souhaitez. La règle reste immuable dans le cadre d'une économie de marché. Les quantités demandées et offertes définissent la valeur du bien ou d'un service. Autrement dit, ce ne sont pas les coûts de production de votre entreprise qui déterminent votre prix de vente. Vous pouvez déterminer le prix auquel il serait bon de vendre votre produit sur le marché, mais si cela vous coûte 15 € pièce et que le prix du marché place la valeur du produit à 10 €, vous ne pourrez rien y faire et vous serez déficitaire. Il vous faudra alors déterminer si vous changez de stratégie, par exemple avec une restructuration de votre activité, si vous abandonnez le marché ou tout simplement si vous faites faillite. Retenez pour ce cours que dans une économie de marché, les prix ne sont jamais fixés en fonction des coûts de production. Les entreprises s'adaptent au prix du marché.
Lorsque les prix tombent sous le coût de production, certaines font faillite. Lorsque les prix sont supérieurs au coût de production, de nouvelles entreprises se créent et l'ensemble des offreurs augmentent leur production pour profiter de l'effet d'aubaine. Aujourd'hui, vous avez appris que l'idée de la loi de l'offre et de la demande a plus ou moins toujours existé, bien qu'elle ait été mieux formulée et expliquée à partir du siècle des Lumières par Adam Smith et certains de ses contemporains. Vous savez désormais que la demande représente l'ensemble des acheteurs d'un bien ou d'un service qui regardent la quantité disponible pour déterminer ce qu'ils sont prêts à acheter et à quel prix. Les offreurs sont leurs vendeurs de ces biens et services qui regardent la valeur de la production potentielle pour décider s'ils doivent se lancer sur le marché ou augmenter ou diminuer leur production. La relation entre l'offre et la demande permet de trouver un point d'équilibre, l'équilibrium, qui va varier en fonction des décisions quotidiennes des offreurs et des vendeurs. Cette variation est considérée comme normale chez les libéraux, mais était vue comme anormale au cours du XIXe siècle. Cela va amener au fondement des critiques marxistes, keynésiennes et néoclassiques, avec la détermination de la concurrence pure et parfaite, ainsi que la théorie des cycles économiques et de la destruction créatrice de Schumpeter. Merci pour votre attention sur ce nouveau cours en ligne proposé par Brest Formation. Brest Formation se donne pour mission de rendre disponible gratuitement une connaissance et une maîtrise de qualité des sciences humaines au plus grand nombre, sans condition de ressources. Pour nous aider à proposer de nouveaux cours gratuits disponibles en vidéo, vous pouvez devenir l'un de nos mécènes sur Tipeee via la page www.tipeee.com/brestformation. C'est grâce à votre aide que nous pourrons à long terme proposer à tous d'apprendre, même s'ils n'ont pas les moyens de se former, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller dans des structures traditionnelles. Pour seulement 1 ou 2 euros par mois, vous pouvez nous permettre d'améliorer notre contenu et surtout, le plus important pour nous est d'améliorer notre rythme de publication pour publier le plus de vidéos possible par mois. Si vous avez apprécié ce cours en ligne et que vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu lors de nos vidéos, n'hésitez pas à poser vos propres questions dans les commentaires sous cette vidéo.